vous laisse découvrir aujourd'hui avec la biographie qu'on a réalisée. Je vous demande de regarder 3 minutes de cet homme-là pour connaître toute une vie et vous en inspirer. Merci. Visionnaire, entrepreneur, pionnier, Omar Cissé, fondateur d'InTouch, est une figure clé de l'innovation technologique en Afrique. Découvrez le parcours exceptionnel d'un leader incontournable des fintech africains. Tout commence par une passion pour la technologie. Omar Cissé a effectué ses études secondaires au Collège Sacré-Cœur et au lycée Galadou Diouf, avant d'intégrer l'École supérieure polytechnique de Dakar, où il obtient son diplôme d'ingénieur en conception informatique en 2000. Il a également enrichi son savoir-faire avec un MBA international à l'Institut supérieur de management, des bases solides pour une carrière hors du commun. En 2001, au sortir de l'école d'ingénieur, Omar Cissé cofonde 2SI, une entreprise spécialisée dans l'ingénierie logicielle, qu'il dirige avec succès jusqu'en 2010. Ensuite, il lance le CETIC Dakar, premier incubateur de start-up dans le TIC au Sénégal et dans la sous-région. Soutenu par la Banque mondiale pendant 3 ans, il accompagne une centaine de start-up. En 2014, Omar Cissé franchit une nouvelle étape et crée InTouch, une fintech panafricaine qui révolutionne les paiements et les services digitaux. Aujourd'hui, présent dans 25 pays, InTouch a généré plus de 10 000 milliards de francs CFA de volume transactionnel grâce à sa plateforme guichet unique, qui propose plus de 400 services et s'appuie sur un réseau de 60 000 touchpoints en Afrique. Entrepreneur passionné, Omar est également cofondateur de Teranga Capital, un fonds d'investissement qui soutient les jeunes entrepreneurs répondant concrètement aux défis du financement dans la région. Mais Omar Cissé est un fervent militant de l'entrepreneuriat en Afrique. Pour lui, l'innovation est essentielle pour transformer l'Afrique. Chaque solution locale est une opportunité d'améliorer l'inclusion financière et de bâtir un avenir durable pour le continent. Rejoignez-nous ce 30 janvier à Dakar pour découvrir de vive voix l'histoire et la vision d'Omar Cissé. Une opportunité unique de s'inspirer et d'apprendre auprès d'un acteur majeur du numérique en Afrique. C'est avec fierté et honneur qu'on accueille cet homme aujourd'hui à Dakar pour nous parler des fintech en tant qu'acteur majeur de l'écosystème financier. Je vais poser une question. Qui connaît un wallet ici? Qui a déjà payé ses frais de scolarité avec InTouch? D'accord. À l'application. Super. Qui veut être comme Omar Cissé dans 5 ans? C'est une grande fierté pour le Sénégal. C'est une grande fierté pour la jeunesse. Et comme vous le voyez, il n'y a pas de mystère. Son chemin est là, bien tracé. Donc, il va nous expliquer aujourd'hui comment il a fait déjà pour être la personne qu'il est, mais quelle est la place de FinTech dans l'écosystème financier ici en Afrique et partout dans le monde. Je vous prie de bien vouloir accueillir Monsieur Omar Cissé pour le début de la parole. Merci beaucoup, Sorna. Juste
te remercier, Omar, d'avoir bien voulu faire le déplacement, malgré, je sais, tout ce que tu as bâti et ce que tu es en train de faire. Vous avez entendu 2014, donc ça nous fait 10 ans. 10 ans d'un parcours qui a permis aujourd'hui d'arriver au stade de plus de 10 000 milliards de transactions. Ça ne s'est pas fait en un jour. Être dans 25 pays, il faut le faire. Et pourtant, il a été un peu plus jeune. Il a eu à faire le même stade que vous êtes en train de parcourir aujourd'hui. Donc c'est important de vous inspirer de ces personnes qui ont réussi et qu'ils puissent vous dire sur quoi ils se sont accrochés pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Donc je vous laisse le plaisir d'écouter l'introduction de M. Omar Cissé et je prendrai un grand plaisir après de faire un moment de partage avec quelques questions que nous avons préparées et que vous allez enrichir aussi avec votre curiosité intellectuelle. Merci. Omar, tu as la parole. Bonjour tout le monde et merci beaucoup de me donner l'opportunité en tout cas de me présenter et de présenter ce que InTouch a fait, ce que j'ai fait. Par où je dois commencer? Je ne suis pas là pour vous faire un cours. Je pense que vous avez fait un travail extraordinaire. Quand j'ai regardé la bio qui a été présentée, j'ai vu que vraiment ceux qui l'ont fait ont fouillé. Je n'ai pas touché une seule virgule. J'ai juste dit, c'est bon, on y va. Ça montre aussi la qualité des étudiants que BEM a. Pour moi, c'est très encourageant de voir ça. Parce qu'on a besoin non seulement d'assurer la relève, mais on a besoin de faire les choses. Et je pense que les choses, c'est vous qui les ferez. J'ai été à votre place il y a quelques années, il y a quelques années, ça ne me rajeunit pas, je pense que ça fait... Moi, je suis sorti de l'école supérieure polytechnique en 2000. Je sais, peut-être qu'il y a certains qui n'étaient pas encore nés ici. Ça me fait 48 ans maintenant. Mais dès que je suis sorti de l'école, moi, j'ai choisi d'aller créer une entreprise. Je n'ai pas voulu travailler pour quelqu'un, je n'ai pas voulu. Mes professeurs sont venus, ils ont tout dit, ils m'ont présenté à d'autres qui voulaient me recruter. Ceux avec qui ils ont essayé, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez sous-traiter? C'était toujours ça, est-ce que vous pouvez me sous-traiter votre travail parce que moi, je ne travaillerai pas pour quelqu'un. Et je ne sais même pas pourquoi je disais ça. Je pense qu'avec du recul, je l'ai dit parce que je pense que ce que les écoles nous apportent le plus et qui est extrêmement important, c'est la confiance en soi. Nous, on avait une confiance peut-être démesurée et je pense que c'était plus de la prétention même que de la confiance parce que c'était un peu trop. Quand tu arrives à un stade où tu penses que tu es meilleur que tout le monde, c'est trop. Mais c'est ce qui nous a aidés. Parce qu'à un moment donné, on était convaincus qu'on était les meilleurs développeurs logiciels qu'on puisse trouver au monde. Et notre unité de mesure, ça n'a jamais été Dakar, ça n'a jamais été le Sénégal, nous, ça a été le monde. Parce qu'on a eu la chance, en 2000, le Sénégal, avant, vers 1995, c'est un des premiers pays à faire venir Internet en Afrique. Et donc, nous, l'école supérieure polytechnique, c'est l'école supérieure polytechnique de Dakar, qui était ex-Ensud avant, qui a amené l'Internet au Sénégal. Et nous avions donc une salle informatique qui était à côté du point Internet du Sénégal. Et les technologies qu'on voyait partout dans le monde, nous y avons accès pendant qu'au Sénégal, personne n'y avait accès. Vraiment, c'est un privilège. Et quand on commence comme ça, on est sûr de soi. Je suis sorti de l'école et on se me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Et j'ai l'habitude de le rappeler, en étant à l'école même, je gagnais plus d'argent que quand je suis sorti. Je sais que certains le font certainement, on l'appelle communément le kharmat. Être là, faire autre chose à côté. Et nous, on développait, on gagnait. Moi, je gagnais beaucoup plus qu'un ingénieur qui était sorti de l'école pendant que j'étais encore élève. Juste parce qu'à un moment donné, on avait des compétences qu'on vendait, on avait des clients, on avait des contrats. Et pour moi, ça ne faisait pas sens de sortir de l'école et d'aller chercher du travail pour gagner moins que ce que je gagnais en tant qu'étudiant. Et l'histoire n'est partie que de là.
Tout ce qu'on a fait, c'est demander une salle à l'école en leur disant, prêtez-nous une salle. Ils disent, oui, mais pourquoi faire? On a dit, nous, on va entreprendre. Vous allez faire quoi? On ne sait pas, mais on va entreprendre. Et l'idée, c'était d'abord de conserver nos premiers contrats. L'école nous a prêté une salle et un jour, on a vu un appel d'offres. Et l'appel d'offres disait, le logiciel Gaindé veut faire un logiciel qui va faire X, Y, Z. Nous, on regarde, on écrit. On pense que ce que vous êtes en train de faire, ça fait sens. Mais la manière de le faire n'est pas bonne, ça ne marchera pas. Et on pense qu'on peut le faire comme ça, et on propose de vous le faire gratuitement et pendant 6 mois. Quand je vous parlais de prétention, c'était jusqu'à ce niveau-là. Aller jusqu'à dire que la direction de la douane, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. Alors que nous, on sortait juste de l'école, mais on l'a écrit. On a déposé et ils nous ont convoqués. On a présenté, ils nous ont dit, ce que vous dites fait sens. On ne va plus faire ce que nous, on devait faire. On ne va pas faire ce que vous avez dit. Et on a trouvé un compromis. Et ils nous ont mis dans une équipe de 6 personnes, de 6 entreprises. Et l'histoire a démarré, nous étions devenus entrepreneurs. Et ils nous ont payé. Là, on demandait de faire gratuitement. Ils nous ont accepté de nous payer. Et on commençait à gagner de l'argent. Malheureusement, au bout de 2 ans, tout l'argent qu'on avait gardé est parti. Je vais vous épargner cette partie de l'histoire, mais on s'est fait complètement avoir. Je vais vous donner un tout petit peu. On sait, puisque nous, on sortait de l'école et que nous, on n'avait pas, comme vous êtes en train de le faire avec Junior Entreprise, choisi de formaliser quelque chose, nous, on est allé chercher quelqu'un qui avait déjà son entreprise. On lui dit, on te met en avant et on utilise ton entreprise et on signe un contrat, on te donne 20% de ce qu'on gagne. Au bout de 2 ans, on recrutait une 50aine de personnes, juste en étant sortis de l'école. Mais au bout de 2 ans, quand on a demandé de faire les comptes, il a dit qu'il ne fait pas les comptes, que c'est son entreprise. Il a pris une 2e femme, etc. On lui a tout laissé. On est reparti de zéro. On était en centre-ville, tout un niveau, mais vraiment tout ce qu'on peut trouver, même les bureaux qu'on avait là, moi je ne les ai toujours pas. Mais on avait de vrais bureaux, mais en bout de 2 ans, on n'avait plus rien. On est reparti à Colobane, on est allé dans un immeuble au 4e étage. Une de mes associées a failli accoucher dans les ascenseurs, dans les escaliers d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur. Et c'est de là-bas qu'on a recommencé. On payait 200 000 francs de loyer, on n'avait plus rien, on se cotisait. On prenait l'argent de ma maman me donnait l'argent pour refaire le transport, etc. Et tout était reparti. Mais en 2 ans, on a montré qu'on savait faire. Et c'est nous ce qu'on voulait. Tout ce qui était important au début, c'était de montrer qu'on savait faire. Et c'est pourquoi j'aime bien votre expérience de junior entreprise, parce que c'est à partir de là qu'on montre ce qu'on sait faire. Quand vous présentez quelque chose à quelqu'un qui pourrait être votre client, la première des choses que la personne va se demander, c'est est-ce que vous l'avez déjà fait? Et si vous l'avez fait, comment ça s'est passé? Une fois que vous savez montrer que vous avez fait quelque chose, donc soyez prêts à vous plier en 4 pour avoir les premières références. Quand je vois des jeunes qui sortent, ils disent, moi, je ne ferai pas tel travail. Non. Prenez ce qu'on vous donne tant que ça vous aide à bâtir une carrière. Moi, en tout cas, mon leitmotiv, ça a été autour de dire, jusqu'à 40 ans, je ne cherche pas d'argent. Mais après 40 ans, je serai riche. Je ne le suis toujours pas, mais on va l'être. Et parce qu'on l'avait fait, tout le monde nous a appelés après. Le ministère des Finances nous a confié, c'est nous qui avons fait le système des marchés publics du Sénégal. On l'a fait en 2006. Il tourne toujours. Il est dans 4 autres pays. C'est nous qui, le système des solutions mobiles de Orange, Sonatel, avec CBAO, BCC, tous les SMS que vous recevez passent par notre plateforme. Depuis 2004, tous les mois, on envoie une facture dans une autre entreprise où je suis resté associé, 2SI. On nous a confié beaucoup, le port autonome de Dakar, c'est nous qui avons tout informatisé, etc., etc. Tout ça, parce que juste à un moment donné, on avait une référence et les gens savaient qu'on savait faire. Je suis sorti de là, après j'étais très épuisé de cette expérience-là. En 2008, j'ai décidé d'accompagner le CETIC Dakar que vous avez vu. Puis j'ai vu que accompagner des entrepreneurs ne suffisait pas, j'ai lancé un fonds d'investissement
Et là, j'ai lancé InTouch, ce qui nous amène à notre sujet. InTouch, je l'ai lancé en 2014 et pour moi, je surfais sur une chose. Et ça rejoint le sujet qui nous réunit aujourd'hui, les FinTech. FinTech, c'est une association de quoi? De finance et de technologie. Moi, quand je lançais InTouch, c'était pas la même idée. Je voulais juste surfer sur une chose, le développement du mobile money. N'hésitez pas à aller regarder pour ceux qui s'intéressent vraiment au FinTech. N'hésitez pas à regarder les publications de GSMA. GSMA, c'est un peu la Bible ou le Coran selon de la FinTech, en tout cas du mobile money. Tous les chiffres dont vous aurez besoin s'y trouvent. Et vous verrez toutes les tendances, où est-ce que les chiffres vont, qu'est-ce qui marche pas, dans quelle zone ça marche le plus, quels sont les corridors qui s'envoient de l'argent, etc., etc. Vous aurez toutes les statistiques. Moi, je me suis dit à un moment donné que le marché est en train de changer. Le mobile money était devenu un paradigme nouveau et sur lequel il fallait surfer. Et je venais d'une expérience où j'avais lancé un fonds d'investissement et je me suis dit, je vais lancer un ensemble de points où on peut venir faire du dépôt, du retrait, du transfert, du mobile money, payer ses factures, mais je fais ces points-là sous forme de franchise. Je m'étais dit que j'allais ouvrir peut-être 1000 points au Sénégal où tu viens, tu peux faire des dépôts, retraits BICIS, Société Générale, AXA, tu peux faire du mobile money, tout. Et j'avais dit que je ciblais la masse. Ça veut dire que j'allais de là où on trouve le maximum de personnes. Je suis allé au Parcelles Assainies, j'ai ouvert un point. C'était mon premier point, où j'ai mis 2 caisses, j'ai vraiment bien installé comme une agence bancaire et je commençais à proposer les services. J'ai signé avec Orange, j'ai signé avec Free, j'ai signé avec Wari. J'ai voulu signer avec Western Union. Le contrat, par contre, est arrivé 2 ans après. J'ai signé avec MoneyGram, mais les chiffres, je les avais 1 mois après. C'était très compliqué. Tu te retrouves avec plusieurs terminaux. Orange te donnait 3 terminaux pour un point. Le terminal qui fait dépôt-retrait, ce n'est pas le même terminal qui fait vente de crédit téléphonique, ce n'est pas le même terminal qui fait l'acceptation du paiement. Donc, tu te retrouves avec 3 téléphones Orange, 3 téléphones Free, un téléphone Wari, un téléphone Canal, une interface Orange Money sur ordinateur et il fallait gérer tout ça. Je dis, je ne m'en sortirai pas. Et comme toute entreprise, il faut apporter une solution à un problème. Et InTouch, ça a été dès le début juste comment on règle ce problème pour ce commerçant-là qui veut être le point de distribution dans le mobile money. Si vous regardez dans le mobile money, j'insiste sur cet aspect parce que les fintech, globalement, en tout cas dans notre zone, surfent sur le développement du mobile money. C'est parce que le mobile money se développe que nous, on se développe. Et donc, tous les chiffres liés au développement du mobile money sont extrêmement importants. Et donc, quand vous prenez le mobile money aujourd'hui, la clé, c'est l'agent. Ce qu'on appelle l'agent, c'est le point où on fait des dépôts et des retraits. Et aujourd'hui, en Afrique, il y a des millions d'agents. Mais tous ces agents-là se retrouvent avec une dizaine de terminaux, une dizaine d'applications, et ce n'est pas tout. Même si vous avez toutes ces applications et ces terminaux-là, vous avez la complexité de la gestion de l'argent derrière. Nous, si on travaille avec BEM, c'est parce qu'on essaie de faciliter la gestion financière derrière. Je disais à votre CFO tout à l'heure, c'est notre principal client, parce qu'on lui facilite la vie. C'est exactement la même chose pour l'agent, le point de vente. Nous, on a décidé de lui faciliter la vie et d'amener la complexité chez nous. Par contre, toute la complexité que vous avez vue chez l'agent se retrouve chez nous. Parce que nous, on a un compte chez Orange, on a un compte chez Wave, on a un compte chez Free, on a un compte. Et pour chaque compte, on est obligé de gérer de l'argent, de gérer les compenses, de gérer les transactions. Et c'est extrêmement compliqué, mais c'est ça notre métier. Et notre client doit juste se dire, faire des transactions, c'est simple. Dès que notre client dit ça, pour nous, on a réussi. Et donc, on a réglé le premier problème pour ce point-là. On est passé à Total, qui nous a dit, on a le même problème, est-ce que vous pouvez me régler ce problème-là? Je veux faire de ma station un lieu de vie, mais chaque fois que j'ai lancé Orange Money, ils avaient lancé Orange Money, ils disent, mais quand je lance Orange Money, j'ai besoin de 10 personnes derrière. 5 personnes. 5 personnes juste pour Orange Money. Parce
voir les transactions qui ont été faites par station. Je ne sais pas si vous le savez, mais chaque station, c'est une entreprise. Donc, Total, il y a la maison, et Total travaille avec 150 stations, donc 150 entreprises. Chaque station connaît des opérations, dépôt-retrait. C'est Total qui lui prête de l'argent à la station. La station fait des transactions. En fin de journée, ils doivent se partager les commissions entre la station et Total. Et après, Total doit écrire ces transactions-là dans sa comptabilité. Je ne sais pas si vous imaginez toute la complexité. Et dans la chaîne, le plus grand fraudeur, on a avec quelques milliards pour Total. On a avec quelques milliards pour Total. Et nous, on prête l'argent, on met l'argent à disposition de chaque station. Chaque station fait des transactions et gagne des commissions et les reçoit de manière instantanée. Les commissions sont versées instantanément. Les commissions de Total sont remontées toutes les fins de journée. Et nous inscrivons toutes ces opérations-là dans la comptabilité de Total de manière toutes les fins de journée. Et en fin de journée, par exemple, si Total avait prêté 100 stations, si la station n'a remboursé que 20, la station ne peut avoir encore un prêt que de 80. Le lendemain, s'il fait 40, il peut avoir 60. Donc, s'il doit 100, le lendemain, il est bloqué. Et toute cette complexité-là, Total ne la voit plus. Nous, on a tout automatisé, on a mis tout en place. Pourquoi dire ça? Quand on dit que les fintechs deviennent un acteur majeur, c'est que si on ne simplifie pas la vie aux différentes parties prenantes, les parties prenantes ne l'adopteront pas. Si c'est pour aller voir un CFO et lui dire accepte 10 paiements de mobile money, Wave, Free Money, Orange Money, virement bancaire, etc., etc., là où il aurait pu avoir juste la possibilité de recevoir du cash et de l'enregistrer, si vous ne lui mettez pas tous les outils à disposition, ce CFO ne prendra pas. Et le rôle d'une fintech, c'est de venir apporter tous les outils qui diminuent la complexité pour que les parties prenantes adoptent les solutions. Et nous nous sommes retrouvés à un moment donné où, au début, on travaillait que pour ce petit commerçant-là dont je parlais, qui représentait 95% de nos chiffres, aujourd'hui, qui ne représente plus que 5%. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il y a moins de clients petit agent, mais c'est parce qu'on a aujourd'hui développé plus notre base entreprise. On est devenu ce qu'on appelle une SS2I du paiement. Une SS2I du paiement, c'est une société de services d'ingénierie informatique qui était 2SI était une SS2I. Ça veut dire qu'on faisait des solutions sur mesure. On développait. Tu nous dis ce que tu veux et on te le développe pour toi. Aujourd'hui, pour nous, le paiement, c'est devenu ça. Vous voulez. Et nous, on a toutes les briques. On a un réseau. Donc, on a par exemple au Sénégal 17 000 points. En Afrique, on en a 60 000. On est connecté à tous les opérateurs de mobile money. On peut vous fournir la carte bancaire. On peut accepter de la collecte cash pour vous. On peut. Et selon ce que vous voulez, on fait un assemblage. On vous met quelque chose sur mesure et on peut vous servir. Et c'est devenu ça notre métier. Quelqu'un me demandait tout à l'heure parmi vous, mais pourquoi on ne vous connaît pas beaucoup dehors, beaucoup ne connaissent pas MyTouchPoint. MyTouchPoint, pour nous, c'était le dernier produit. Et ça m'amène à un concept qui est très important pour ceux qui veulent se lancer dans la fintech. Le positionnement. Dans le positionnement, il y a beaucoup de possibilités pour un acteur. Aujourd'hui, nous avons choisi, au début, on était dans ce que nous appelons la distribution. La distribution, ça veut dire quoi? Permettre à un agent de recevoir du cash et de débourser du cash. Et dans ces cas-là, comment nous appelons ça, ce positionnement-là, c'est du business to business. On est complètement B2B. Les acteurs qui sont les plus connus dans le marché, ce sont des acteurs B2, les plus connus. B2C. Les B2C, business to consumer, sont beaucoup plus connus. Pourquoi? Parce que les consommateurs, c'est vous, ils sont partout, etc. On touche tout le monde. Le B, quand on est en B2B, c'est des niches, on va les voir directement. Nous, on a des commerciaux qui vont voir les entreprises. On ne va pas être partout. On va exister sur quelques panneaux.
Vous allez sur l'autoroute, vous allez nous voir. Vous allez en centre-ville, vous allez nous voir. Vous allez entrer dans Ethiopian Airlines, dans l'avion, vous allez nous voir. On choisit des points bien précis, mais c'est tout. Celui qui fait du B2C, il est obligé de faire du tapage. C'est Wave, Orange Money, etc. Ils sont obligés de communiquer partout. Si vous ne les voyez pas, c'est qu'il y a un problème. Nous, jusqu'ici, on a pris le choix d'être dans un positionnement B2B. Pourquoi? D'abord parce que c'est moins cher. Pourquoi c'est moins cher? Ça va coûter moins la communication. Exactement. Qui a parlé? Je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu. La communication. La communication est très coûteuse. Quand on est dans du B2B, vous avez quelques commerciaux, un va taper à la porte de BEM, l'autre ISM, l'autre UCAD, etc. Vous en avez une dizaine, vous maillez tout de suite le pays et vous y allez. Si vous devez faire de la communication B2C, c'est extrêmement coûteux. Et c'est pourquoi j'étais agréablement surpris par les vidéos que vous faites. Vous nous faites une vidéo presque à 0 francs. J'ai vu, c'était un smartphone et un micro-baladeur. Je n'ose même pas dire ce qu'on paye nous pour une vidéo. Et on se retrouve avec la même qualité de vidéo. Donc, nous on doit revoir notre modèle. Ça, c'est une autre question. Mais pour dire que le positionnement est très important. Et comment, je vous explique ça pour que vous compreniez, parce que c'est en relation avec ça. Je ne vais pas vous faire des cours, mais je vais vous donner quelques points précis, mais sur Interch. Et je pense que vous retiendrez ces concepts-là, que certainement vous connaissez déjà. Qui connaît le B2B2C? Qu'est-ce que ça veut dire, le B2B2C? Et ça consiste en quoi? Exactement ça. C'est devenu ça. Quand vous voyez, regardez MyTouchman, comment on a démarré MyTouchman? Au début de MyTouchman, vous allez voir, au début, c'était juste, un Laborex est venu nous dire, moi, Laborex est un grossiste pharmaceutique. Laborex vient nous voir et nous dit, je veux maintenant collecter via vous pour les pharmacies. Je dis, OK. Comment tu veux l'expérience? Comme je disais, nous sommes une SS2I du paiement. Ça veut dire qu'on apporte une expérience sur mesure pour une expérience paiement. On lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il nous dit, oui, mais je veux qu'il prenne une app et qu'il nous paye à travers l'app. On lui dit, OK, est-ce que tu as une app? Non, ils n'ont pas d'app. OK, nous, on a MyTouchman, on vous fournit l'app. Vos clients peuvent maintenant l'utiliser. OK, comment ça va se passer? Il nous dit, oui, je veux qu'il sélectionne la facture et à part de ça, il paye. OK, où se trouve la facture? Il nous dit, dans une base de données. On développe ce qui va chercher la facture et afficher au client. D'accord? Une fois qu'il a fait ça, qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'il clique et qu'il paye par n'importe quel moyen. On lui fait ça, il peut payer par Orange, Wave, Free, etc. Il dit, oui, je veux même qu'il paye par cash. OK, il peut même payer par cash. Donc, il sélectionne la facture, il lui génère un code, il prend le code, il va dans une station Total, il associe le code avec l'argent et le CFO n'a plus de problème. Il dit, OK, mais après, je veux qu'à la fin, il nous envoie un email. OK, on envoie un email, etc., etc. Je veux qu'après la transaction impacte ma comptabilité, on va jusqu'à impacter sa comptabilité. C'est comme ça qu'on a démarré avec MyTouchman. Et donc, nos premiers clients dans MyTouchman, c'était des clients B2B. Nous, notre seul client, c'était Laborex. Et toute l'expérience qu'on a construite, c'est pour Laborex. Maintenant, on commence à aller plus loin. On est en train de développer le B2B2C. Je donne l'exemple. C'est nous qui payons une bonne partie des bourses des étudiants, l'UCAD et autres. Ces étudiants-là, on a commencé par juste leur générer des codes. Ils prennent un code, ils reçoivent des codes par SMS, ils vont dans un de nos points, on en a 17 000 ici, et ils retirent leur argent. Ça peut être une station Total, ça peut être un point lambda, etc. Maintenant, on va commencer à faire du B2B2C avec ces clients. On va leur dire, on va passer par l'université pour toucher les étudiants. On va dire maintenant à l'étudiant, va downloader MyTouchman et tu recevras ta bourse là-bas.
Mais il nous faut une licence et on est en train de finaliser la licence. On va bientôt avoir la même licence qu'Orange, Wave, etc. Nous allons être le 4e émetteur de monnaie électronique. C'est une licence d'émetteur de monnaie électronique. Ça nous permet de stocker l'argent des clients. Parce que dans le modèle, ce qui est extrêmement important, c'est de voir par rapport à notre positionnement ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Quand on n'a pas de licence, on peut accepter du paiement, mais redonner l'argent. Mais on ne peut pas stocker l'argent d'un end user. Aujourd'hui, dans MyTouchPoint, vous ne pouvez pas vous-même stocker votre argent. Parce qu'on n'a pas la LIRA. Ils pourront bientôt bénéficier d'assurance. J'espère, après, aller payer leur ticket restaurant, payer, etc., ils commencent à avoir un wallet. Mais l'étudiant, nous n'allons pas le chercher directement. Il est chez nous parce qu'il est boursier. Et c'est parce qu'il veut toucher sa bourse qu'il va downloader notre application. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi notre positionnement de B2B2C. Encore une fois, c'est pour des questions de coût. Comment faire en sorte de pénétrer le marché avec le minimum de coûts possible? Et c'est tout l'enjeu d'une fintech. Nous avons commencé avec 4 personnes au début. L'application a d'abord été développée par mes petits frères, qui sont ingénieurs de conception, de formation en informatique comme moi, et qui étaient en train de faire leur doctorat, et ils n'ont jamais soutenu leur doctorat, malheureusement, à cause de InTouch. Mais bon, aujourd'hui, ils avaient une entreprise à côté. À un moment donné, ils étaient devenus 50 personnes. Ils sont passés de 2 à 50 personnes. Et InTouch a été obligé de les racheter. On les a rachetés parce qu'ils commençaient à être grands et ça représentait un risque pour nous. Une fois qu'on a développé cette application-là, maintenant, on est passé de 4 personnes, nous sommes 500 personnes. Et un peu plus de 200 au Sénégal, dont une centaine d'ingénieurs qui développent pour nous. L'entreprise est devenue un peu plus complexe. On a des hubs. On a ouvert 26 filiales. On est dans 26 pays. On est en Tanzanie, Ouganda, Kenya, Mozambique, Afrique du Sud, Égypte, Cameroun. On essaie de mailler l'Afrique. Notre ambition, c'est de couvrir les 54 pays de l'Afrique d'ici 2030. On veut que demain, si vous créez votre boîte, vous venez nous voir en disant, moi j'ai une entreprise où je vends un tissu, je dis n'importe quoi, et je veux que mon tissu puisse être payé par des moyens locaux de partout en Afrique. Vous vous connectez une fois chez nous, InTouch, et quelqu'un va pouvoir vous payer en rand là-bas parce qu'il est en Afrique du Sud, ou il a du MTN au Rwanda, ou parce qu'il a des pounds ailleurs, etc. Et vous ne vous occupez même pas de la complexité. C'est nous qui nous occupons de la complexité. Vous retrouvez votre argent à J plus X tel que convenu. Et c'est ça la force aujourd'hui d'une fintech. Passer de ce... Je pense qu'en 2017, on faisait à peu près 20 000, 30 000 transactions. L'année dernière, on a fait plus de 200 millions de transactions. En 10 ans, on a traité, comme le film le disait, 10 000 milliards en 10 ans. Mais sur une seule année, l'année dernière, on a pu traiter plus de 2500 milliards de francs CFA. Chaque jour, c'est quelques milliards que nous traitons. Mais ça vient avec toute la complexité derrière. Quand vous voyez une app comme ça, pour vous, c'est une app. C'est tout. Quelques codeurs peuvent se mettre derrière et développer une app, mais le métier, ce n'est pas l'app, c'est tout ce qui se passe derrière. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion, etc., de venir visiter, rencontrer les métiers, voir ce que ça veut dire, rencontrer les opérations. On a des juridiques, des RH, des opérations, de la technique. On a des hubs. On a un hub en Afrique de l'Ouest qui est en Côte d'Ivoire, un hub au Cameroun, un hub au Nigeria, et un hub pour nous, c'est quoi? C'est des business units. On a la technique, des opérations, du commercial. Et on a des petites entreprises dans l'entreprise. On va trouver on a à peu près 7 business units chez nous. C'est des jeunes qui sont venus, qui étaient chefs de projet au début ou autres, qui sont montés et qui ont comme une entreprise dans l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ils ont chacun une équipe technique, une équipe commerciale, une équipe opération. Et avec ça, ils sont en mesure de concevoir leurs propres produits, de vendre leurs propres produits et de se développer dans les autres filiales. Pour nous, c'est ça la force. Partir d'un ordinateur, en tout cas en tant que fintech, et aujourd'hui arriver à construire quelque chose qui puisse avoir un réel impact sur l'écosystème. Et là où on doit aller,
en tout cas là où va le marché, pour ceux qui sont intéressés par les fintech. Nous, en tout cas, InTouch, on a contribué à bâtir la couche de base. La couche de base, pour nous, c'est le paiement. Il faut que le paiement marche. Nous, on essaie de faire en sorte que le paiement soit accessible de partout et possible partout. Je pense qu'on ne sera pas 1000 à faire du paiement. On le voit, beaucoup se sont lancés et le marché est en train de s'assainir parce que ça devient un marché de gros. Seuls les gros vont résister, malheureusement. Mais c'est ça la loi des marchés. À un moment donné, tout le monde s'y met. Quand le marché devient mature, les gros prennent tout le marché. Et parce qu'aujourd'hui, tu lances du paiement, tu restes sur un seul pays, tu n'es pas rentable. Ce n'est pas possible. Si tu dois mettre toutes les couches qu'il faut mettre, tu n'es pas rentable. Pour nous, la couche est en train d'être mise en place. Ce qui va se développer, c'est ce qu'on appelle les verticales. Une verticale, c'est vraiment prendre un secteur et aller le plus loin possible dans ce secteur. Ça veut dire quoi? Je prends l'agriculture, par exemple. Je dis comment autour de la technologie financière, je peux aller le plus loin possible dans la chaîne de valeur. Je prends l'exemple de l'éducation qui est en train de devenir pour nous une verticale. Parce que nous avons Université de Dakar, de Thiès, de Saint-Louis, BEM, ISM, EAB, Sacré-Cœur, Maris. On a l'essentiel des écoles ici. Mais ça, c'est la base. Une fois qu'on a ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en plus dans l'éducation? Nous sommes en train de travailler à mettre en place toute la couche qui permet maintenant de la gestion de la scolarité, mais en restant autour de la transaction financière. On ne veut pas aller gérer les programmes, etc. On veut gérer la scolarité. Et demain, faire en sorte que le parent se dise, moi, j'ai besoin de downloader MyTouchPoint pour voir où est-ce que j'en suis sur le paiement de la scolarité de mes enfants. Est-ce que j'ai payé le premier mois, deuxième mois, troisième mois, qu'est-ce qu'il me reste à payer, etc. Qu'ils puissent, à partir de là, demander un crédit. Parce que ce mois-là, c'est tendu, qu'ils se disent, sur MyTouchPoint, ils ont une collaboration avec EcoBank. Automatiquement, je lance une demande de crédit et on lui positionne ça, il paie la scolarité. On a une business unit qui est spécialisée dans le crédit digital. Et ça se base sur le scoring. Quand on voit qu'un parent arrive à payer 6-7 mois ou il paye depuis 2 ans, sur un mois donné, il te demande un crédit, tu peux te dire que ce parent-là, il va te rembourser. Et ça, c'est le système qui le calcule automatiquement, c'est ce qu'on appelle du scoring. Et sur la base du scoring, on peut te donner ça comme crédit, on peut te donner ça parce que le système te fait confiance ou pas. Et c'est ça une verticale, prendre quelque chose et aller le plus loin possible, et idéalement pour nous, en restant sur du B2B2C. Donc, ne vous attendez pas à nous voir InTouch faire de la communication partout sur MyTouchPoint, etc. Mais on espère, je suis surpris, j'espérais qu'ici, il y aurait beaucoup plus de gens qui payent via MyTouchPoint. Il faudra que j'essaie de comprendre pourquoi ceux qui ne le font pas, pourquoi certains ne le font pas. Peut-être qu'il y a une certaine complexité qu'il faudrait qu'on résolve, ou peut-être que vous avez d'autres besoins qu'on n'a pas cernés, mais peut-être que je pense que ce serait intéressant qu'on puisse comprendre. Mais c'était juste pour dire, ça, ce sont les verticales à développer. Il y a les verticales dans la santé, il y a les verticales dans l'agriculture et il y a d'autres verticales. En tout cas, n'hésitez pas, je pense que ce sont des questions sur lesquelles nous pourrions beaucoup nous pencher, discuter. Pour ceux qui veulent entreprendre, moi, ma conviction, c'est que le marché est encore extrêmement important. On parle aujourd'hui d'un peu plus de 1000 milliards de dollars juste en Afrique subsaharienne. Et le marché reste très important et je pense que vous avez de la place à prendre. Merci. Merci beaucoup, Omar. Je te laisse quelques minutes de poser. Sorna, si tu peux lui rapprocher pour qu'il prenne. J'aimerais juste sur la base de ce qui vous a été raconté, qu'on arrive ensemble à résumer tous les points qui ont fait représenter des leviers qui ont permis ce succès. Qu'est-ce que vous avez noté comme levier? Sur quoi s'est basé le succès de InTouch? Si vous n'avez rien retenu, c'est que vous aurez du mal à suivre les traces. Ne soyez pas timide. Monsieur Cissé?
Je sais que tu réfléchis à ta question. Parce que oui, bientôt il va dire, mais pourquoi il n'a pas parlé des bitcoins? Oui. Oui. C'est juste pour que vous puissiez... Oui, allez-y, monsieur. Il y a un micro-baladeur. La ténacité. Quoi d'autre? Oui. Je vais aborder deux éléments. Donc, le premier, c'est tout d'abord son parcours académique. Il a bien noté que sa formation était de très bonne qualité. Donc, l'importance, je pense pour moi, de se concentrer vraiment dans la formation et jusqu'à un certain âge, se dire qu'on n'arrête pas d'apprendre, on continue d'apprendre, on expérimente, on ne cherche pas l'argent tout de suite. Et le deuxième élément que j'ai noté, c'est le partenariat. Donc, depuis les débuts, ils étaient à 4, ils ont créé la plateforme. Et aujourd'hui, ils sont des centaines. Et on le voit à travers les réseaux sociaux, le site internet, on voit qu'il y a des partenariats importants. Et voilà. Donc, je pense que la collaboration et l'apprentissage. L'apprentissage et la collaboration, deux éléments importants. Un dernier? Oui. Bien. Des applaudissements alors. Avant d'en venir à vos questions, j'aimerais juste, Omar, que tu, toujours dans le sillage du thème, hein, que tu développes bien le positionnement de InTouch au cœur du système bancaire. Tu as expliqué le point avec le paiement des bourses. Aujourd'hui, on se rend compte que la banque se digitalise. Tout ce qu'on fait avec la banque, on le fait aujourd'hui avec le téléphone. Comment InTouch se positionne dans le système bancaire? C'est un très bon point, Odile. Comme pour le marchand, comme pour les entreprises, nous avons commencé avec les banques par ce qui est la base. C'est leur fournir des services digitaux. Aujourd'hui, pour ceux qui ont la CBAO, ceux qui ont BDK et d'autres banques, si vous avez accès à certains services, si vous pouvez prendre votre app CBAO et autres, vous n'allez pas nous voir. Mais si vous payez votre facture d'eau, votre facture d'électricité, votre école, ou vous payez rapido, c'est que ça passe par nous. Donc pour nous, c'est de l'agrégation, ce que nous appelons de manière très basique, l'agrégation des services digitaux. C'est d'abord ça la base. Nous sommes allés un peu plus loin. Aujourd'hui, quand vous avez aussi votre compte bancaire et vous voulez alimenter votre Wave, votre Orange Money, etc., nous faisons la passerelle avec les opérateurs de mobile money. Donc, on peut prendre son argent du compte bancaire et le déposer sur son wallet. Et là où ça commence encore à être intéressant, c'est que nous sommes en train de vivre un nouveau tournant. Et c'est là qu'en tout cas, les entrepreneurs, quand chaque fois qu'il y a ces tournants-là, les entrepreneurs en profitent pour sortir de nouvelles choses. Au Sénégal, avec les banques, la Banque centrale est en train de sortir une plateforme qu'on appelle la plateforme d'interopérabilité. Chaque fois que vous entendrez PI, c'est cette plateforme-là, mais ça va changer toute notre vie, hein, tous. La plateforme d'interopérabilité, c'est une plateforme de tout avec du paiement instantané. Quelle que soit la banque, quel que soit l'opérateur wallet, tout va se parler. Et ça va avoir un impact sur les commerçants, etc. Nous, InTouch, ce qui pourrait, ça prend une partie de notre métier. Une partie de notre métier aussi, c'est de rendre tous ces dispositifs interopérables. Mais nous devenons aujourd'hui un vrai acteur qui va profiter de cela et faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier. Et bientôt, je pense que
C'est une discussion que j'ai eue avec votre CFO tout à l'heure quand elle me parlait des banques et des virements. Bientôt, interconnecter un virement et un wallet ou un virement que nous recevrons et l'impacter à BEM va être quelque chose d'extrêmement facile, ce qui n'était pas possible. Et donc, cette relation-là avec les banques, c'est comme ça qu'elle a démarré. Elle est en train de s'intensifier. Les banques, malheureusement, ont pris beaucoup de retard. Elles ont compris plus tard, maintenant qu'elles ont besoin des fintechs. Et nous, les fintechs, nous sommes complètement positionnés aujourd'hui pour les accompagner et nous devenons leurs partenaires privilégiés. Donc, on va faire passer le micro pour les autres dans la salle. S'il y a des questions. Bonjour à tous. Merci pour la parole. Donc, Intosh, donc j'ai pu noter qu'elle a pu s'imposer donc comme un acteur clé donc dans le paysage en Afrique et qui souhaite vraiment se positionner comme un acteur majeur et indispensable. Du coup, je me pose la question, je suis déjà, pour me présenter, je suis étudiant en master de communication et je me suis posé la question un petit peu de la communication financière de InTouch. Je pense hier soir, je suis allé sur le site internet de la plateforme et j'ai pas vu le rayon, le volet relations investisseurs. Et je vois que c'est un volet qui est beaucoup développé par les grandes entreprises, surtout de la fintech, que ce soit en Afrique ou en Europe. Et étant donné que je considère vraiment InTouch comme une grande plateforme internationale, je me dis pourquoi ce volet de relations investisseurs n'a pas été développé, n'a pas été mis en avant. Pourtant, vous avez de grands partenaires. Excellent, c'est un très bon point que nous avons d'ailleurs corrigé. Nous lançons un nouveau site, nous fêtons, comme on le disait, nous fêtons nos 10 ans cette année. Et le 12 février, on célèbre ces 10 ans et ça va être l'occasion aussi de lancer notre nouveau site. Et dans ce nouveau site, vous verrez ces éléments-là. C'est vrai que je suis passé rapidement sur cette partie-là, mais sachez que les fintechs, la manière dont ça se développe, c'est extrêmement lié effectivement à une relation étroite avec des investisseurs. Moi, j'ai lancé InTouch au début où j'étais avec mes petits frères, donc il n'y avait pas de coût. On gagnait tout de suite de l'argent, on était rentable. Dès qu'on a commencé à se développer à l'étranger, on a creusé notre PNL. PNL, qu'est-ce que ça veut dire PNL? PNL. Il n'y a pas des gens en finance ici, non? Okay. C'est le profit and loss. C'est le compte de résultats. Sur le compte de résultats, on a beaucoup creusé le compte de résultats, on était déficitaire. Et à un moment donné, il nous fallait pouvoir financer l'entreprise. Quand on dit qu'on a l'ambition de lancer 26 pays, très clairement, je n'ai pas l'argent pour le faire. Et on va chercher des investisseurs. Et donc, on ouvre notre capital. Et c'est là où j'étais à 100% au début, je commençais à introduire d'autres. Je suis allé chercher Total, qui était notre premier actionnaire, a choisi d'investir. Total a mis 7 millions d'euros. Ça fait un peu plus de 3 milliards et quelques. Woodline est venu. Woodline, qui est le premier partenaire de paiement, est venu. Ils ont mis 3 milliards. On s'est retrouvé avec 7 millions d'euros chacun. Ça te fait, je vais faire en euros, c'est plus simple. On a levé 7 millions d'euros dès la première en 2017. En 2019, j'avais encore besoin de cash parce qu'on connaît à se développer. Et là, vous vous retournez vers les ingénieurs, on dit on a besoin d'argent. La première des choses, qu'est-ce qu'ils vont faire? OK, qu'est-ce que vous avez fait? De l'argent qu'on vous a donné. Ils ont regardé, ils étaient contents, ils m'ont remis encore 7 millions d'euros. 6, 42, à peu près 5 milliards, OK. Ils m'ont remis 7 millions d'euros. OK. Je roule encore pendant 2 ans. J'ai fini l'argent, j'ai besoin d'argent, qu'est-ce que je fais? OK, qu'est-ce que tu as fait ces dernières années? Ils sont contents.
CFAO a aussi vu l'aventure et ils ont mis, on a tous mis. Entre-temps, on va, pour ceux qui sont intéressés par le modèle, on va en reparler. Moi, en tant que promoteur, dans ce parcours de levée, je gagne un peu d'argent parce que je cède une partie de mon capital. Et ils vont te dire, OK, si tu dis que, par exemple, tu vends à 10 milliards, ils vont te dire, OK, on pense que pour nous, ça vaut 7 milliards. On va te donner les 7 milliards. Si tu arrives à faire les résultats que tu dis, au bout de 2 ans, les 3 milliards, on te les donne. Et ça, c'est le promoteur qui les prend. Et c'est là que les promoteurs se font un peu d'argent pendant le parcours. On est dilué, mais on se fait encore un peu d'argent. Et donc, dans le dernier tour de table, où on a fait 9 millions d'euros, moi-même, j'ai pu aussi investir. Parce que je commence à avoir maintenant un peu de moyens pour investir avec mes quelques 2 millions d'euros aussi de ma poche, etc., pour éviter d'être dilué. Pendant tout ce temps-là, on n'est pas rentable. Nous, on a été rentable au bout de 8 ans. Pendant 8 ans, on a perdu de l'argent. En 2019, mon cash burn, le cash burn, c'est quand tu prends ce que tu gagnes versus ce que tu perds, ce que tu dépenses. La différence, allait jusqu'à 819 000 euros. Ça fait 500 millions sur un mois qu'on perdait. Mais c'est ça le business. Tu le perds et les actionnaires savent que tu le perds, mais tout le monde est content. Parce que tu es en train de faire ce qui était prévu. À un moment donné, ils te disent, bon, OK, il faut maintenant que tu travailles sur la rentabilité. Et vous mettez un plan. On définit un plan jusqu'en 2027 et on dit, OK, on va atteindre la rentabilité en 2023. Mais là-bas, c'est la partie la plus dure de l'entreprise. Quand une start-up vous dit qu'elle a atteint le point de rentabilité, bravo. C'est extrêmement difficile. Pourquoi ça passe? C'est d'abord passé par une réduction de personnel, extrêmement difficile. J'ai regardé malheureusement là où j'avais les coûts les plus importants, c'est les managers. Je pouvais enlever en bas 10 personnes. C'est l'équivalent d'un manager. Donc, je ne vais pas le faire. Je vais plutôt prendre 10 managers qui font l'équivalent de 100 personnes et c'est ça que j'enlève. Et c'est une période qui est déprimante pour l'entrepreneur, mais qui est indispensable. Tu es en train de croître, tu es en train de faire de bons résultats, mais tu es en train de te séparer des personnes. Mais c'est le chemin de la rentabilité d'une entreprise. Tu passes par là, on est passé par cette étape-là, et ça a une répercussion après sur l'entreprise pendant plusieurs années parce que ça touche à ton image et tu perds la confiance de tes collaborateurs. Parce qu'ils se disent à tout moment, on peut me lâcher finalement. Ce n'est pas une question de compétence ou pas. Ce qu'on a lâché, c'était parmi les plus compétents de l'entreprise. Et donc, on a atteint la rentabilité pour ce qui parle finance en termes d'EBITDA. C'était le premier mois, c'était en fin 2022, 2023. C'était notre première année de résultats nets positifs. Et maintenant, on peut dire Alhamdoulilah parce qu'on arrive à faire, l'année dernière, on a fait 57 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça fait à peu près 38 milliards. 38 milliards, c'est ce que nous gagnons. C'est nos commissions. Et dans ça, on a fait à peu près, on a fait 10 millions d'euros d'EBITDA. L'EBITDA, pour faire simple, c'est ce qui rentre dans notre poche, ce qu'on gagne. C'est pas ça exactement, mais bon, pour faire simple. Et le résultat net, c'est vraiment quand on enlève tout ça, ce qui nous reste. C'est pas encore le cash, mais c'est ce qu'on a. Hein? Et donc, pour nous, c'est quand tu atteins ce niveau-là, quand on parle de start-up, et c'est là que le concept de start-up commence à être important, parce que la start-up, la croissance, elle devient exponentielle. Nous, on est à 160 millions d'euros à peu près en 2024, mais en 2027, on devrait être à 100 millions d'euros. Et on devrait être à peu près à 26% d'EBITDA. On se retrouve avec plus de 26 millions d'euros d'EBITDA et donc 20 millions ou un peu plus de 15-17 millions de résultats nets. Et là, ça commence à être intéressant. Mais c'est tout ce parcours-là qui demande qu'on puisse trouver tous les indicateurs, les actionnaires dont vous parlez, la gouvernance, la confiance aux investisseurs, nos KPIs, on est très chiffres.
on est chiffres, on regarde les chiffres tous les mois, ce qu'on appelle le monthly business review avec toutes les équipes du management, on regarde qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer, KPI. Mais malheureusement, ça ne passe pas bien, on sera obligé tous de le répercuter au personnel. Et quand ça passe bien, tout le monde le sent. Nous sommes arrivés à un moment donné où, avant, nous n'étions pas compétitifs sur le marché. Maintenant, du côté salarial, je pense que nous sommes parmi les plus compétitifs parmi nos concurrents. Nous commençons à payer le 13e mois. Nous mettons 3 mois de bonus pour le CODIR, 2 mois de bonus bientôt pour le top management. On a des plans véhicules où c'est nous qui payons 60% du prix du véhicule, etc., etc. Donc, pour nous, c'est cet accompagnement-là, c'est cette croissance-là, en tout cas, qui est financé par le développement de l'entreprise qui est important. On est à... Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je suis l'ancien enfant de Mohamedou Martar Sissé, responsable du pôle finance de la junior entreprise. Bon, moi, ma question, c'est est-ce que vous avez des perspectives vis-à-vis des crypto-monnaies aujourd'hui? Parce que nous pouvons voir que les crypto-monnaies sont en train de prendre une place très importante dans le domaine de la finance. Et nous avons des applications ici comme Coinbase qui nous permettent de transférer nos crypto-monnaies, comme par exemple de prendre de l'Ethereum, de le mettre en Bitcoin ou ainsi de suite, de transférer comme lorsqu'on transfère entre Wave, Orange Money, Free Money, etc. Maintenant, quelles sont les perspectives que vous pourrez mettre en place afin de faciliter le maniement de ces crypto-monnaies-là aux Africains? Merci beaucoup. Effectivement, la crypto-monnaie se développe à une vitesse vertigineuse. Quand on regarde un de nos pays comme le Nigeria, c'est un des pays où il y a le plus de transactions, parmi les pays où il y a le plus de transactions au monde. Pour différentes raisons, parce que nous, on le vit, sortir de l'argent du Nigeria est extrêmement compliqué. Et la crypto-monnaie est beaucoup utilisée aujourd'hui pour contourner en tout cas, on va pas dire les règles, mais en tout cas les difficultés du système traditionnel. Et donc, de plus en plus, nous voyons qu'elle est en train de se développer. Et là où on pense que ça va encore plus se développer, c'est dans le B2B. Encore un marché en B2C, mais dans le B2B, il y a des demandes aujourd'hui d'entreprises qui nous demandent ce qu'on les compense. C'est plus facile pour elles après de faire ressortir l'argent dans d'autres pays. On a beaucoup de clients internationaux qui se trouvent partout au monde, pour qui on collecte ici, et qui après, pour recevoir l'argent, au lieu de passer par toute la complexité du système bancaire, vont te demander à ce qu'on leur envoie ça ailleurs, par crypto. La difficulté qu'on a, c'est la question de la compliance. La compliance, ça veut dire que la difficulté réglementaire. Malheureusement, nos pays ne connaissent pas et ne s'y sont pas mises. Et quand ils ne connaissent pas, c'est tout de suite, on n'en veut pas. Il y a certains pays qui l'ont complètement de l'histoire. Et je pense que nos pays gagneraient à accompagner cela au lieu de fuir cela. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'on fuit ça. Nous, on ne sait malheureusement pas encore beaucoup le faire à cause de cette contrainte réglementaire. Moi, j'ai des actionnaires du CAC 40, côté en bourse. On ne peut pas faire des choses qui ne respectent pas la réglementation. Par contre, il y a des startups qui utilisent nos moyens de paiement qui le font. Ça, pour nous, c'est pas, on ne regarde pas. Et donc, de plus en plus, on voit que ça se développe. Quand un client nous demande d'être compensé en crypto, nous, on ne sait pas faire. On le donne à quelqu'un qui fait. On ne sait pas faire parce que c'est réglementaire. La technologie n'est pas une barrière. La barrière est la réglementation. Et nous, on essaie autant que faire se peut de respecter cette réglementation-là. Mais je pense vraiment que dans les prochaines années, c'est quelque chose qui va extrêmement bien se développer. Je pense. Nous allons prendre de cette question, oui, c'est bon.
bonsoir, Monsieur Cissé, Amoudouane. Nous sommes dans un monde où vous qui gérez presque l'argent, vous êtes en partenariat avec tout ce qui est finance et argent. Nous sommes dans un monde où la cybersécurité est très importante. Comment gérez-vous la cybersécurité et la protection des données? Ça devient un des vrais enjeux de notre monde. Vous verrez beaucoup de fintech qui sont nés, qui ont disparu. Elles ne vous diront jamais pourquoi elles ont disparu. Mais la plupart, c'est qu'elles ont été hackées, très simplement. Et c'est extrêmement difficile de se prémunir de cela. Extrêmement difficile. Parce que quand vous mettez des systèmes de verrou, d'autres mettent des systèmes de contournement. La même chose que vous allez au bureau pour mettre des systèmes de verrou, il y a d'autres gens qui vont le matin se lever pour trouver des failles dans votre système. Et quand ils vous attaquent, tu peux tout de suite, en une seconde, perdre 10 milliards. En une seconde, tu peux perdre 10 milliards, mais facilement. Moi, chaque fois que je vois quelqu'un se lancer dans une fintech, je lui dis attention. C'est la première des choses à regarder. Dès que tu mets ton argent, quelqu'un va essayer de le prendre. Et si tu n'as pas toutes les compétences qu'il faut, tu te ruines. Il y a des grands ici qui ont disparu, dont un dont je ne citerai pas le nom. Mais c'est la fraude. Hein? À un moment donné, quand on te prend 10 milliards, tu n'existes plus. Mais personne ne va le crier sur les toits. Ils vont juste se retirer du marché. Ils vont partir avec l'argent des clients et ni vu ni connu, on n'en parle plus. Mais très clairement, en tout cas, si vous voulez vous y lancer, c'est une des premières préoccupations, comment protéger le système. Nous, on a fait le choix dès le début d'aller nous héberger chez le premier, c'est le leader du paiement en Europe, c'est Woodline, qui est devenu finalement actionnaire chez nous. C'était la première des choses, ça nous coûte extrêmement cher. Nous, rien qu'en hébergement, là, on aurait pu payer peut-être les petits serveurs et autres. Quand vous lancez votre fintech, vous pouvez payer 100 000 francs CFA. Hein. Nous, aujourd'hui, on paye 40-50 millions par mois pour héberger nos données. Juste pour les données qu'on les héberge dans serveur, là où tu peux vraiment trouver la même offre à 100 000 francs CFA. Hein. Mais l'offre n'est pas du tout la même. Et donc, ça doit être une préoccupation majeure. Parce qu'encore une fois, il y a des gens qui ne font que ça et c'est extrêmement compliqué de le faire. Nous, on n'arrête pas. Nous, on est dans une dynamique, malgré toute l'infrastructure qu'on a mise en place. Tu as beau avoir l'infrastructure la plus sécurisée possible, quand tu développes des choses, un développeur peut ouvrir une brèche qui ferait qu'on puisse vous attaquer. Non seulement notre partenaire contrôle, mais nous, on met des couches de contrôle automatique et d'autres couches pour nous assurer qu'il n'y a pas de vulnérabilité. Et en plus, on fait un audit tous les 6 mois. On fait des audits pour nous assurer, et cet audit-là est fait par des externes. On ne les fait pas par nous-mêmes. On prend des cabinets, dont c'est le métier, qui vont venir essayer de vous attaquer. Mais des cabinets les meilleurs que vous puissiez trouver au monde et qui vont essayer eux-mêmes de vous hacker. C'est ce qu'on appelle des ethical hackers. C'est des hackers éthiques. Hein? Donc, ils essaient de vous pénétrer, d'entrer dans votre système et de prendre votre argent. Et donc, ils vont vous identifier toutes les failles et vous passez votre temps à fermer. Mais il faut aussi que vous certifiez vos plateformes. Il y a des certifications, nous, on est PCI. PCI, ça garantit un certain niveau de sécurité. Par exemple, nous, on peut garantir que personne ne peut prendre des données de carte bancaire chez nous. Ce n'est pas possible. Quand tu es certifié PCI DSS, tes données bancaires ne peuvent pas être volées. C'est impossible. Donc, quand tu travailles avec certains, ils vont t'exiger que tu aies cette certification-là. Et cette certification-là, non seulement elle est chère, mais tu la renouvelles tous les ans. Tous les ans, tu refais une certification. Une certification te prend 6 mois. Donc, on a des équipes qui, pendant 6 mois, tous les ans, ne font que recertifier la plateforme. Et quand on dit on est 500, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là? Mais c'est tous ces métiers-là ensemble qui font que vous arriviez à avoir ce service-là de qualité. Et quand je dis que quand tu es dans un seul pays, tu ne peux pas être rentable, parce que ça, on le fait pour un pays, le mutualise pour tous les autres pays. Et c'est là l'effet d'échelle, que l'effet d'échelle est important. C'est pourquoi tout de suite, on a misé sur cet effet d'échelle-là.
Voilà. Bonjour chers étudiants. C'est Madame Faye, je suis DAF de BEM. Je remercie Monsieur Cissé de nous avoir fait l'honneur de présenter cet exposé sur un sujet aussi important et intéressant que les fintech, acteurs majeurs de l'écosystème financier. Alors, je tiens à dire que vous nous facilitez la vie quotidienne en nous permettant de réconcilier les paiements que l'on reçoit des étudiants. Et je sais qu'on peut faire beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'idées, on peut faire beaucoup de choses dans l'avenir pour améliorer ces process. Je vous encourage, chers étudiants, à utiliser l'applicatif parce que... C'est bon? D'accord. Alors, je vous encourage à utiliser cet applicatif parce que ça permet de faire le lien, de déverser ce que vous payez directement dans vos comptes, sans risque d'erreur. Par contre, quand vous allez dans les banques ou quand vous payez, quand vous allez dans les banques pour payer par espèce, ou quand vous faites des virements, souvent les problèmes qu'on a, c'est que les libellés ne sont pas clairs. L'agent de saisie, l'agent qui est à la caisse ou aux opérations, ne mentionne pas forcément vos codes clients. Et quand les codes clients ne sont pas mentionnés, il nous est difficile de faire le lien. On peut vous dire que vous n'avez pas payé, vous retenir à la porte, alors que les paiements ont été faits. C'est pourquoi je vous encourage vivement à utiliser InTouch. Voilà. Mais je vous encourage, mais j'ai un problème que je vais poser, une question que je vais poser à M. Cissé. C'est le risque, je veux maîtriser le risque de liquidité et de solvabilité. Qu'est-ce que vous appelez risque? Parce qu'on met beaucoup, quand on demande à nos étudiants de passer par InTouch, ça veut dire que toute notre liquidité, nous, est entre vos mains. Et on veut maîtriser ce risque-là. Ça aurait été une banque, je n'aurais pas de souci, parce que je sais qu'il y a une autorité qui est là pour gérer ce genre de problème. Les banques sont tellement surveillées, il y a tellement je dirais surveillées. Les banques sont tellement surveillées qu'il n'y a pratiquement pas de risque que le client perde son argent. Mais par contre, quand je mets tout ce que j'ai dans une entreprise comme InTouch, qu'est-ce qui me garantit voilà, que j'arriverai à recouvrer tout ce que les étudiants ont versé. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est tout à l'heure, vous avez dit que vous faites des produits sur mesure. Moi, je pense que vous gagnerez à travailler avec des personnes qui sont qui connaissent, qui ont beaucoup d'expérience, qui connaissent des métiers bien définis. Quand je prends l'école ou quand je prends la banque, ces personnes sont en mesure de vous dire qu'est-ce qu'ils attendent exactement de ces applicatifs que vous mettez en place pour faire le tour, pour faciliter vraiment tous les process de ces entreprises. Si vous prenez la tâche de ces personnes-là, vous pourrez confectionner des produits que vous pourrez vendre à des groupes d'entreprises plutôt que de faire des produits sur mesure qui peuvent coûter cher. C'est mon avis. Je ne sais pas comment est-ce que vous fonctionnez. Peut-être que c'est le cas, je ne sais pas. Mais bon, ça c'est un avis, c'est une suggestion, voilà, que je donne. Merci, M. Cissé. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, CFO, parce que, comme je disais, le CFO, c'est notre premier client. Si le CFO est content, on est content. Si c'est pas content, la DG, si elle n'est pas contente, la DG n'arrêtera pas de m'appeler. Et ça a été le cas à un moment donné quand l'argent tardait à venir. Et je pense qu'on l'a réglé. Pour répondre à votre question, c'est un vrai point. Et nous avons commencé dans un marché qui n'était pas régulé.
Et effectivement, je pense que certaines fintechs sont parties avec l'argent d'autres. C'est ce que la Banque centrale a compris et à partir de cette année, tous ceux qui n'auront pas de dossier déposé ou qui n'auront pas de licence au niveau de la Banque centrale, en tant que fintech, ne pourront plus opérer. Il y a une instruction du 1er janvier 2023 qui a donné un délai jusqu'à ce mois de janvier. Tous ceux qui n'ont pas déposé ne peuvent plus opérer. Nous avons déposé un dossier d'émetteur de monnaie électronique et derrière l'émetteur de monnaie électronique, il y a un compte séquestre qui est surveillé par la Banque centrale. Et donc, nous sommes autant régulés aujourd'hui, nous allons être autant régulés qu'une banque. Ça veut dire que finalement, votre garant devient la Banque centrale. Et donc, ça, c'est imminent. Je pense que nous sommes au bout du process. J'espère qu'on en a pour quelques semaines encore. Et dès que c'est fait, vous serez, en tout cas, on sera complètement dans les normes pour vous assurer cela. La deuxième des choses par rapport à ce que vous dites sur les produits que nous consommons. Pourquoi nous avons choisi ce positionnement? Parce que c'est un marché qui n'est pas encore complètement mature et qui ne s'est pas stabilisé. Les besoins des clients diffèrent largement aujourd'hui. Le besoin de Laborex est complètement différent du besoin de BEM, complètement différent du besoin de Total. Les logiciels que vous avez derrière sont complètement différents. On vient avec une expérience de base. Hein. Aujourd'hui, chez tous, on vient avec une expérience de base. Mais selon les métiers, cela change. Et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, très intéressé à revenir vous voir. Moi-même, je serai de la discussion parce que pour moi, il nous faut bâtir une verticale éducation forte et j'espère que BEM va être notre premier partenaire sur ça et on est prêt à faire tous les efforts qu'il faut. Parce que là, on va gagner de l'argent, ce n'est pas chez BEM. Si BEM est content, 1000 autres en Afrique vont être contents et c'est ça qu'on cherche. Quand je dis qu'on est dans du développement sur mesure, c'est qu'au stade où l'écosystème en est, les produits sont en train d'être construits. Et pour chaque produit, quand maintenant on s'attaque à une verticale, on va pousser l'expérience le plus loin possible. Et on pense que bientôt, peut-être dans 5 ans, pour 99% de nos clients sur une verticale, ces clients trouveront leur bonheur avec ce qu'on a. Mais ça ne va pas encore être le cas. Parce que même pour nos clients, le besoin n'est pas encore très précis. Je vais venir vous voir, vous allez me dire, bon, moi je veux le virement. Oui, mais l'écosystème n'a même pas encore le virement. Demain, on l'aura, on pourra venir vous l'apporter. Quelqu'un d'autre va dire, bon, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus parce que j'ai des clients qui payent du cash et le cash, il est important chez nous. Est-ce qu'il y a possibilité de donner le cash? On va lui dire, mais comment, etc. Mais on a tout le temps des discussions différentes. Et c'est vrai, c'est coûteux. Et c'est ça qui fait que nous avons pu avoir un positionnement complètement différent où les gens viennent vers nous. Ceux qui offrent du standard, par exemple, Wave, Free et autres, ils peuvent collecter, mais c'est du standard. Mais ils sont plus du B2C. Sur le B2B, le marché n'est pas encore mature pour complètement dire qu'on a un produit standard. Mais j'espère que, comme vous dites, on va y arriver parce que c'est le rêve d'une startup de tout standardiser et demain faire en sorte que quand on propose, que le client n'ait plus rien à dire. Mais on espère qu'on va collaborer ensemble pour y arriver pour la verticale éducation. Pas de problème. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, madame. C'est un honneur d'être ici avec vous. Et bonsoir à monsieur Cissé. Vraiment, il y a de quoi être fier de votre parcours. Alors, moi, j'ai 3 questions. 3. J'ai 3 questions. Alors, pour ma première question, je voudrais savoir les défis réglementaires auxquels vous faites face. C'est ma première question. Pour ma deuxième question, vous l'avez dit dans votre dissertation que le monde des fintech va bientôt être saturé. Tout le monde va vouloir rejoindre les fintech, donc ça va être compliqué de venir s'imposer en trouvant des leaders comme vous. Alors, ma question c'est, si aujourd'hui vous devez investir dans un autre domaine, ça serait quel domaine? Et pour ma troisième question, je pense que
des stagiaires ou bien des alternants. Je pense qu'on est tous intéressés par ça. Ok, nous sommes en BC2, c'est bachelor en statistique et informatique décisionnelle. D'accord, ok. Vous allez juste me donner un mot-clé pour chaque. Moi, je ne retiens plus rien, donc c'est compliqué. Donc, question 1, c'était sur réglementaire. Après, vous me rappellerez le deuxième. La deuxième question. Les défis réglementaires. Pardon. Investir. Bon, je corrige un peu. Je ne disais pas que les fintechs sont saturés. Hein. Je disais que je pense que le monde l'écosystème évolue. Là où nous, au début, avant nous, quand on entrait dans le marché, il n'y avait pas de paiement. Ce que vous faites aujourd'hui, payer par Wave, payer par Orange, 10 ans avant, il n'y avait presque pas ça. Les gens utilisaient le mobile money pour faire du transfert, dépôt, retrait, point. Tu fais du paiement, ça n'intéresse personne. Aujourd'hui, on a l'impression que le mobile money, ce n'est que du paiement. Mais parce que le marché a évolué. Et nous, on a suivi cette évolution-là. Et donc, nous, on en est en stade où on a la couche paiement mise en place. Cette couche, effectivement, elle est en train d'être saturée. Par contre, ce qui reste dans les fintechs, c'est le développement des verticales. Comment attaquer un secteur et aller le plus loin possible? Est-ce qu'on va dans la crypto-monnaie le plus loin possible? Est-ce qu'on va dans l'éducation? Est-ce qu'on va dans la santé? Est-ce que... Pour moi, c'est là où il y a le vrai potentiel. Et si vous me demandez là où je devrais investir, moi, personnellement, si c'est dans les fintechs, ça va être dans une verticale. Si c'est hors des fintechs, moi, ce que j'aime, c'est l'agriculture. Donc, j'aurais investi dans l'agriculture. Le troisième point? Ah oui, on en prend beaucoup. On prend beaucoup de stagiaires et je pense qu'on pourrait réfléchir à une convention. Comme on a avec des écoles, on prend toujours les meilleurs. Même on pourrait prendre les meilleurs. Et très souvent, quand on est bon chez nous, on ne quitte pas. Quand on est bon, on reste. Parce qu'on a toujours des besoins. On grandit, on part de 100, 200 l'autre année, 350 l'autre année, 500. Et on ne fait qu'avec ceux qui sont autour de nous. Donc, je pense qu'on gagnerait à avoir une convention dans ce sens-là. Ça se fera. On va envoyer la convention. Je pense qu'on vient d'assister à une très, très belle conférence. C'est dommage, les étudiants de la formation continue étaient obligés de quitter parce que leur cours commence à 18h, mais ils pourront regarder le replay plus tard. Avant de laisser à Omar le soin de donner son mot de conclusion, remercier l'équipe marketing et communication pour l'organisation et la vulgarisation de la conférence et surtout d'avoir mis en lumière InTouch, parce que quand on a fait le sondage au niveau des étudiants, on se rendait compte que ce n'était pas bien connu. Les équipes sont là. Je pense qu'ils ont fait circuler le QR code pour vous permettre au moins d'avoir l'application InTouch. Remercier l'équipe digitale aussi, qui a énormément travaillé avec la junior entreprise pour la production de la vidéo biographie et pour également la communication. Vous remerciez tous d'avoir été patient, attentif et revenir sur 2 points que M. Cissé a soulevés. Raisonner toujours en chaîne de valeur. C'est important. C'est ça qui va nous permettre vraiment de nous en sortir. Chaque maillon, chaque secteur compte. Quand on vous donne une conférence sur la FinTech, il vous l'a rappelé, ce n'est pas seulement les ingénieurs, tout y est. On parlera d'informatique, on parlera de ressources humaines, on parlera de comptabilité, tout y est. Et le secteur arrive à gérer tout autre secteur non financier. Donc, ils ne sont pas seulement là pour répondre à des problématiques liées à des banques, à des SFD, des sociétés de microfinance, mais même celui qui est au fin fond, qui est dans l'élevage, qui est aujourd'hui dans l'agriculture, arrive à payer, à faire ses transactions juste en utilisant son téléphone. Et je pense que c'est quelque chose qui est important. Vous êtes en train de suivre une évolution qui ne s'arrêtera plus. Aujourd'hui, toutes nos transactions reposent sur l'outil qu'on détient
combien d'heures par jour entre nos mains? On ne sait même plus. Donc le téléphone est devenu aujourd'hui l'outil incontournable. Donc réfléchissez, documentez-vous. Tout à l'heure, l'étudiant en master l'a dit, il a fait ses recherches hier. Combien d'entre vous ont pris le soin de faire des recherches avant de venir? Ce n'est pas trop tard. Faites des recherches. Monsieur Cissé a partagé un site qu'il faut aller regarder pour pouvoir vous documenter, récupérer les statistiques et mieux comprendre. Vous étudiez aujourd'hui, mais en même temps, quand vous arriverez au stade de spécialisation, il ne faut pas rater le coche. Prenez les métiers d'avenir. Parce que la transformation digitale s'est accélérée, surtout durant la période Covid. Tout s'est digitalisé avec une dynamique beaucoup plus soutenue. La crypto-monnaie, incontournable, il faut aussi vous documenter. Pas forcément l'exercer comme l'autre monsieur Cissé, non. Mais documentez-vous. Ayez cette curiosité d'aller chercher énormément d'informations. Vos professeurs sont là, on est là. Allez souvent à la médiathèque, allez vraiment chercher aussi loin que possible pour pouvoir asseoir ce que vous voulez faire. Et développer la fibre entrepreneuriale. Vous avez un parcours ici et un parcours sur lequel il aurait pu développer beaucoup plus avec Teranga Capital. Allez chercher aussi tout ce que Teranga Capital fait. Un fonds d'investissement dont Omar aurait pu parler pendant une trentaine de minutes, qui fait de belles choses au niveau de l'entrepreneuriat avec des tickets qui sont accessibles. Aujourd'hui, dans le cadre du développement, vous avez entendu beaucoup de belles signatures. Ces belles signatures ne sont pas venues juste comme ça au hasard. Total n'investit pas comme ça. On a parlé de CFAO. Donc, toutes ces entités ont cru parce qu'il y a eu à la base quelque chose de solide, quelque chose de sérieux. Mais il vous a donné l'exemple et ça prouve que c'est bien possible. Donc, Omar, te remercier vraiment pour... c'est même pas une conférence, c'est une masterclass qu'on a eue. Donc, c'était très, très intéressant, très ludique. Et pour moi, ce n'est qu'une première étape. On va te faire venir ici plus souvent pour échanger et surtout pour permettre aussi à nos étudiants de croire en notre pays. On est en train de vivre des moments qui sont des moments cruciaux et qu'on vit depuis quelques années. C'est que vous êtes tous en train de mettre dans votre tête le rêve de dire ce qui est bien est ailleurs. Ce qui est bien est là. Et c'est bien là. Si des personnes qui sont des Sénégalais comme nous ont réussi à développer, à aller s'exporter dans 26 pays, c'est qu'on en est capable. Et on a été, Awa et moi, visiter InTouch cette semaine. Et je puis vous dire, je n'ai pas vu, en tout cas, de toutes les personnes qui étaient là, un seul qui ne soit pas africain. C'est important. Croyez en vous. Rien ne nous est impossible. Quand il a démarré, il a parlé de sa situation en tant qu'étudiant. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui a porté cette audace-là. Le fait d'être étudiant et de pratiquer, de chercher à développer et à vendre son service en étant étudiant. C'est l'exemple de la junior entreprise. Mais la junior entreprise est développée par des étudiants. Vous tous qui n'êtes pas au cœur de la junior, allez vous intéresser à ça. C'est ça qui vous permet de vous développer et demain de faire partie des Sénégalais qui vont avoir 500 salariés ou plus. On a besoin de cette dynamique-là. Et cette dynamique repose surtout sur l'ambition que vous aurez, sur ce que vous allez apprendre et sur toute la posture en termes de rigueur et ce que vous voulez poursuivre par la suite. Franchement, moi, j'ai eu particulièrement un grand plaisir à t'écouter et j'espère que tous ils vont rentrer en se disant rien ne nous est impossible et on te souhaite encore plusieurs dizaines d'années. On célébrera avec plaisir le 12 février les 10 ans d'InTouch et on te souhaite vraiment voilà, d'atteindre les 54 pays. Exact. Voilà. Merci. On te laisse le mot de la fin. Ouais, merci beaucoup, Odile. Hein. Je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter, sinon que de te remercier d'abord personnellement
Odile, c'est une personne que j'ai connue depuis longtemps. Je ne l'ai pas connue avec BEM. C'est vrai qu'elle a trouvé qu'on avait déjà démarré avec BEM, mais dès qu'elle est venue, elle a dit « Omar, il faut qu'on fasse mieux et qu'il faut qu'on fasse plus ». Et j'espère que depuis lors, on fait mieux. Parce qu'elle a tout de suite pris son appel, elle a mis l'équipe autour, on a fait les premiers qu'on a identifié les problèmes et j'espère qu'on les a réglés, même si on doit aller encore plus loin, on ira plus loin. Je ne sais pas si vous savez qui est vraiment Odile, mais moi je la connais mieux que vous tous. Je sais ce qu'elle a accompli dans l'écosystème. Elle a été, je ne sais pas si vous savez ce que représente une société comme CGF Bourse aujourd'hui. CGF Bourse, si elle existe, c'est vraiment parce que Odile a été là. Il a accompagné le fondateur à mettre ça en place. Il a accompagné jusqu'à, malheureusement, le fondateur qui a été décédé. Il a continué. Elle a assuré tout le relais. Elle a fait en sorte aujourd'hui que cette entreprise-là a survécu au décès du fondateur et est devenue une entreprise de référence. Et vraiment, pour moi, c'est de la grandeur. Et si on doit vraiment féliciter quelqu'un, c'est elle qu'on doit féliciter. Qu'elle ait accepté de rejoindre l'éducation, c'était pas fortuit. Je pense que Odile a été toujours animée d'une volonté de contribuer. Et la première fois qu'elle m'en a parlé, et j'ai senti qu'elle n'a rejoint BEM que pour une chose, pour contribuer et faire en sorte d'avoir de l'impact. Et je pense qu'on aura difficilement plus d'impact dans autre chose que dans l'éducation. Et elle a choisi l'éducation pour avoir de l'impact. Quand Odile te parle de ce qu'elle veut faire, de ce qu'elle est en train de faire, elle a presque les larmes aux yeux. Tellement que tu sens la passion à l'intérieur. Et la passion aujourd'hui, c'est la jeunesse. Elle me dit, Omar, on ne parle pas assez de ce qui se fait de bien. On passe son temps à nous taper dessus, à parler de politique et autres, alors qu'il y a des gens qui font des choses bien. Il faut qu'on montre ça. Et c'est toute sa volonté aujourd'hui. Et je suis persuadé qu'elle a trouvé BEM à un point donné. Je pense qu'on en reparlera dans 10 ans. Et ce genre de choses, dans 2 ans. Je pense que ce genre de choses-là, à l'échelle où on le fait, on gagnerait à démultiplier cela. Et ça va être difficile. Moi, je passe très peu de temps maintenant du temps au Sénégal. Mais quand Odile me dit « viens », je ne réfléchis même pas à pourquoi elle me demande de venir. Je ne cherche même pas à comprendre, je viens. Parce que je sais qu'elle le fait pour la bonne cause. Et j'espère vraiment qu'on continuera à collaborer. Nous, ce qui nous réunit, ce n'est pas ce qu'on gagne. Dans tout ce qu'on a entrepris ensemble, on a essayé d'avoir de l'impact ensemble. Et je pense que nous n'en sommes encore une fois qu'au début. Et ce qu'elle dit est important. Je pense que c'est ce que les écoles doivent apporter. Vous avez beaucoup d'autres collègues et autres. Ce que vous êtes en train de faire, la chance que vous avez, ne serait-ce que de vous asseoir avec vos profs, avec votre directrice, avec votre CFO et autres, et les entendre parler. Parler autre chose que juste quelque chose lié à l'école, c'est une chance incroyable. Moi, je n'ai jamais eu ça. Jamais. En étant à l'école, on faisait de la technique, on faisait ce qu'on a à faire et tout le monde part. Avoir des conférences, aller voir des personnes, écouter, échanger avec ces personnes, parler des contacts, faire des recherches sur des choses précises, on n'avait pas cette chance-là. Vous avez cette chance-là. Il faut continuer à développer cette curiosité. Elle est importante. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de gens qui rêvent. Le rêve, on est en train de le tuer chez nous. Tout le monde pense que ce n'est plus... C'est possible. Il faut rêver. Et que personne ne vous empêche de rêver. C'est ça le problème. Quand on rêve, 10 vont vous dire sur 10, 9 vont vous dire que vous êtes à côté. Que c'est utopique. Il faut entendre les personnes, mais ne les écoutez pas. Il faut les entendre par contre. Parce qu'il est important d'entendre tout ce qui se dit. Mais prenez votre décision. Chaque fois que moi j'ai lancé une initiative, on m'a toujours dit, mais il est fou, ça ne se fera pas. Quand je disais qu'on va couvrir toute l'Afrique, on me dit, mais aucune start-up n'est allée au-delà de 2 pays. Au Sénégal, pourquoi toi tu vas aller dans toute l'Afrique?
Aujourd'hui, les gens s'étonnent qu'on ait fait 26 pays. Quand je dis 54 pays, on dit, bon, peut-être maintenant qu'il peut le faire parce qu'il a fait 26 pays. C'est maintenant qu'on commence à t'écouter. J'ai une première expérience, deuxième expérience. Première expérience, je quitte ma mère, oh là là, on t'a marabouté. Comment tu peux quitter une boîte aussi florissante? Je dis, maman, j'ai besoin de faire autre chose. Mon père, ok, il comprend, il vient à l'inauguration CETIC, il voit que, ok, c'est du sérieux, c'est bon. 3 ans après, je dis, papa, je quitte CETIC Dakar, il ne m'écoute plus. Il n'a jamais essayé de comprendre c'est quoi un fonds d'investissement. Il ne m'a jamais écouté. Il s'est dit finalement, bon, il n'a qu'à faire ces choses, quoi. Mais il sait une chose, que quand je lui dis quelque chose, c'est parce que je vais le faire. Et cette confiance-là, il faut continuer à la nourrir, parce que rien ne nous est impossible. On n'a plus de barrière. Quand vous voyez ce que ChatGPT a fait, et tout ce qu'il nous apporte, et qu'ils ont mis combien de milliards de dollars dessus pour faire ChatGPT? J'oublie le chiffre, 30 milliards ou 100 milliards, je ne sais plus. Avec combien? 6 millions. Ils ont mis des milliards de dollars, l'autre est venu. Et pourquoi les Chinois et pas nous? Ils ont mis 6 millions d'euros, c'est moins que ce que moi-même j'ai levé, ma première levée de InTouch. Et avec 6 millions, ils sont arrivés à faire quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, Nvidia, qui est celui qui fait les processeurs, a eu la plus grosse chute jamais vue en bourse. La plus grosse chute jamais vue parce qu'une petite start-up chinoise qui a levé 6 millions d'euros a sorti quelque chose qui concurrence ChatGPT. Mais pourquoi pas vous? Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous pensez que vous savez le faire? Mais il faut le faire. C'est ça qui est important. À un moment donné, encore une fois, vous aurez plein de barrières. Quelqu'un l'a dit, c'est Mamadou. Vous aurez des barrières, mais ce qui va vous permettre de réussir, et je le disais, c'est la persévérance et la résilience. Il faut être résilient. La résilience, là, en Afrique, la résilience en entrepreneuriat, c'est partout. Mais en Afrique, c'est encore plus vrai. Si vous n'êtes pas résilient, vous ne tiendrez pas. Parce que ce qui disait ça, ce n'est pas le chemin qui est difficile. C'est difficile qui est le chemin. Et en entrepreneuriat, c'est difficile qui est le chemin. Hein? Que personne ne vous trompe. Et à un moment donné, chaque fois, tu vas te dire, mais tu peux mourir 10 fois, mais le lendemain, tu es là, quoi. Et je disais à quelque chose, on a avec Olivier, mon ami de Teranga Capital, on se voit la semaine dernière quand on déjeunait ensemble, on dit what it takes to succeed. Ce que ça nécessite pour réussir. Ça demande un cocktail, mais ça demande une discipline. Se lever les matins très tôt, faire du sport. Vous êtes encore jeune, mais il faut l'intégrer. Il faut faire du sport parce qu'il faut tenir. C'est extrêmement dur. Vous vous réveillez fâché, énervé parce que vous êtes fatigué. Ah, vous en avez? Faites du sport. Moi, je me réveille tous les jours à 5 heures du matin. Je fais mon sport. C'est la première des choses. Ça vous réveille. Ça vous donne l'énergie pour y aller. Il faut manger sain. Vous êtes encore jeune, mais tout ce que je dis là, dans 10 ans, on en reparlera. Vous ne le voyez pas maintenant. Vous pouvez manger du sucre comme vous voulez. À un certain âge, il faut gérer cela. Ne pas se coucher tard, pas passer son temps dans les boîtes de nuit. Ça n'aide pas. Les hommes, moins les femmes. Je ne vous dis pas de ne pas vous marier, mais attention. Il faut faire les choses avec modération, mais ça demande une telle discipline si on va aller loin. On l'a vu avec certains de nos footballeurs, c'est la bonne image. Quand un footballeur n'a pas cette discipline-là, on sent tout de suite que sa carrière ne va pas loin. C'est exactement la même chose. Il te faut une discipline. Mais ça demande tellement de choses qu'il faut mettre ensemble, mais faites-le. Et à un moment donné, il faut se dire, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui vous motive? On ne le fait pas pour l'argent, hein, parce que l'argent, ça peut venir assez facilement. Pas facilement, mais ça peut venir. Mais une fois que ça vient et que vous ne savez pas pourquoi vous faites ce que vous faites,
vous n'irez plus loin parce que vous n'aurez plus l'énergie. Il faut quelque chose qui vous drive. Et je pense que ce qui doit nous driver réellement, c'est l'impact. We need to impact people's life. On doit avoir un impact sur les humains, sur les hommes. On doit faire en sorte que demain nous puissions créer de la richesse et la partager parce qu'en Afrique nous sommes pauvres. Et tous ceux qui peuvent le faire, c'est vous, c'est les jeunes. Il faut que les jeunes mais croient en eux, se disciplinent et fassent les choses. Mais faites-le. Enlevez juste le micro pour les photos. Je vais demander à Amadou, qui est le vice-président du bureau des étudiants, de d'abord prendre la photo avec